Monsieur Voiseau, bonjour. Vous êtes spécialiste en horlogerie et en objets dorés, en bronze. Quelle est votre spécialité? Alors, ma spécialité, c'est l'horlogerie mécanique et la dorure du bronze pour la période 16e, 19e siècle. Ah, c'est très précis comme spécialité. C'est assez précis et cette spécialité ne concerne, en ce qui me regarde, que la dorure donc sur le laiton, le bronze, et en France. Je ne connais pas franchement, ou en tout cas je ne prétends pas avoir de connaissances pour les zones Angleterre, Allemagne, Italie, où je n'ai pas exploré les procédés les concernant. D'accord, donc votre spécialité concerne uniquement la France. Une question stupide, je me permets. À quoi cela sert-il? Eh bien, ça sert à comprendre le vécu d'un objet et à déterminer éventuellement son authenticité. Parce que vous avez sur un objet des périodes très longues de fabrication, qui peuvent être le XVIe siècle, le XVIIe, le XVIIIe, et à chaque période vont correspondre un certain nombre de procédés techniques, là, si on parle spécifiquement de la dorure. Et on retrouve des grandes classes d'objets, en fait, en fonction de leur datation. J'imagine que tout ça est documenté, donc vous êtes capable de voir, en fonction de la dorure, une datation, voire même une provenance. Alors, on cherche une cohérence, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas quelque chose d'affirmatif, mais on va pouvoir prétendre ou apporter un élément dans une expertise qui est toujours un travail global, de dire tel objet a une concordance entre la période prétendue de l'objet, l'auteur présumé qui va avec la ciselure, la fonte, l'assemblage, le filetage des vis, la dorure, et quand l'ensemble des éléments concorde, on peut statuer raisonnablement à l'appartenance à une période. Et inversement, un peu comme un détective privé ou un inspecteur dans une série policière, s'il y a quelque chose dans l'alibi qui ne correspond pas à la cohérence, vous allez vous dire, tiens, ça, c'est pas bon. Disons que voilà, on va dire c'est un point qui doit attirer notre attention, mais des dorures ont connu des redorures. C'est-à-dire qu'une dorure peut avoir été usée, abîmée, refaite. A-t-elle été refaite selon les mêmes procédés ou pas? Ensuite, c'est un élément qui peut avoir de l'importance dans le cadre d'un conflit, par exemple, entre quelqu'un qui a acheté un objet prétendument absolument authentique et intouché, et sur lequel on constate qu'une redorure est récente, par exemple. Et dans ce cas-là, il y a une inadéquation entre la description qui est faite et la constatation que l'on a. Mais le tout étant d'apporter des éléments factuels, en fait, sur l'analyse de la dorure des objets. Vous nous avez amené des exemplaires, des spécimens, pour nous faire comprendre ce qu'est votre spécialité. Qu'est-ce qu'il y a sur la table? Alors, sur la table, vous avez des bronzes qui sont l'œuvre de Thomire, qui est un des grands bronziers doreurs ciseleurs de la période Empire, qui a énormément travaillé pour un personnage assez connu qui s'appelle Napoléon Ier. Et le meuble ici est un meuble qui est réalisé par l'ébéniste Cagnard à la destination d'un personnage un peu illustre qui était le général-comte Jean Le Marois, qui était l'aide de camp de Napoléon Ier. Ce Jean Le Marois a fait l'acquisition de ce meuble auprès de Thomire, et de ce meuble, on retrouve une gouache, enfin une aquarelle, pardon, au musée de l'Ermitage, à la bibliothèque des dessins du musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, une magnifique gouache aquarellée qui représente le meuble, parce que Thomire utilisait des dessins pour présenter différents modèles à ses clients et en disant « Regardez, votre secrétaire, votre ci, votre lit, etc. Je peux le faire comme ça. » Et le meuble en question, ici, a changé de main pour la première fois depuis son acquisition en 2018, et c'est la première fois que les bronzes sont déposés. Donc vous avez un meuble avec ses bronzes originaux, la dorure originale et l'ensemble des patines telles qu'elles doivent être ou attendues sur un meuble d'époque Empire qui n'aurait absolument jamais été touché. Donc à titre documentaire, c'est intéressant puisque c'est le plus grand ciseleur d'horreur de l'Empire, un commanditaire qui n'est pas non plus le premier venu, et surtout un état original absolument unique. Donc c'est vraiment très rare. C'est un meuble en fait qui a une qualité muséale, on va dire,
Et je tenais à vous le présenter pour illustrer eh bien, justement les éléments qui caractérisent, ici on va prendre le cas d'une dorure typique de la période Premier Empire. Donc je vais vous présenter pour illustrer ce propos un bronze ici qui est un bronze latéral sur le secrétaire dont nous venons de parler. Techniquement ce qu'on appelle une fonte plate, puisque vous voyez qu'il n'y a aucune épaisseur et que le revers est très fin. Donc il y a ce qu'on appelle un léger tiré d'épaisseur dessus. Ce bronze qui en vérité est du laiton, puisque tout ce qu'on appelle des bronzes sont un alliage de cuivre, de zinc et de quelques proportions d'étain et de plomb, mais en très faible quantité, a donc été fondu. À l'issue de la fonderie, il y a des travaux qu'on appelle la reparure, c'est-à-dire qu'on va ébarber, on va corriger les défauts de la fonte, puis une fois que la pièce a quitté l'atelier du fondeur, elle va arriver dans l'atelier du ciseleur. Et le ciseleur va faire des travaux de finition qui sont les travaux d'ébarbe. Il va reprendre le modelé, il va travailler la ciselure là où il estime avoir à le faire, et en règle générale, il utilise toute une gamme d'outils qu'on va appeler les outils sablés, les outils clairs, les outils mat, etc. Et il va travailler le motif pour lui donner son relief, sa structure. Une fois que ce travail a été réalisé chez le ciseleur, il va présenter le bronze au monteur en bronze, qui va le présenter sur le meuble et qui va ajuster, légèrement incliner les pièces au besoin pour les présenter à la place qu'elles doivent avoir sur le meuble. Donc on pourra retrouver au dos de certaines pièces des coups de lime, qu'on appelait généralement la bâtarde, qui sont des grosses limes avec des dents très épaisses. Il va enlever de la matière, il va, avec des maillets, légèrement corriger la forme. Une fois que ce travail est fait, la pièce s'en va chez le doreur. Le doreur est l'artisan qui termine la préparation de l'objet. Ici, nous sommes donc sur un meuble de l'Empire, donc à peu près vers 1808. Ce bronze va connaître un certain nombre d'opérations de traitement. Ces opérations, si on est intéressé par rapport à la période, sont assez bien décrites dans un ouvrage qui a été écrit par M. Jean-Joseph Darcet, qui était chimiste, et ça a été édité en 1818 chez Veuve-Agace à Paris, et ça s'appelle « L'art de dorer le bronze par le moyen de l'amalgame d'or et de mercure ». Il a fait cet ouvrage pour répondre à une demande, enfin à un prix qu'avait offert Ravrio, le grand doreur parisien, qui est mort en 1814, et lorsqu'il meurt, il laisse un prix de 3000 francs à l'Académie des sciences, à qui pourrait trouver un moyen permettant de sauvegarder les ouvriers des dangers de la dorure au mercure. Donc en fait, il y avait un côté très humaniste dans cette démarche qui avait déjà été précédé par d'autres prix offerts à l'Académie au XVIIIe notamment, pour les mêmes raisons, mais qui n'avaient pas permis d'aboutir à des systèmes intéressants. Et M. Darcet va présenter, parce que c'était un peu un précurseur de l'hygiénisme, va présenter à l'Académie un dispositif, une hotte d'aspiration qui va soustraire le doreur à la majorité des vapeurs mercurielles. Et avant de présenter sa machine, il va, sur à peu près 150 pages, nous décrire toutes les opérations de la dorure à l'époque. Donc, dans cet ouvrage, par rapport à cette période, eh bien, il est intéressant de voir ce qu'on retrouve sur le bronze. Qu'est-ce que nous dit en fait le bronze? Lorsqu'il arrive dans l'atelier du doreur, il est d'abord donc cru, il vient de chez le ciseleur, il est nu, il va le dérocher, c'est-à-dire qu'il va le passer dans des acides divers et variés, mais qui se résumaient soit de ce qu'on appelait des eaux fortes vieilles ou des eaux fortes vives. Pour simplifier, on dirait aujourd'hui c'est soit de l'acide nitrique, soit de l'acide sulfurique, soit les deux mélangés, soit parfois de l'acide nitrique et de l'acide sulfurique en parts égales, avec un peu d'acide chlorhydrique, on mettait de la suie par là-dessus. Bref, il y a autant de recettes qu'il y a de doreurs. Il y a une première opération, donc, qui, après avoir été recuit à la forge, c'est-à-dire pour brûler toutes les graisses, les traces de doigts, etc., le bronze va être plongé dans les acides. Une fois qu'il sort des acides, il va être gratte-boissé, c'est-à-dire qu'on va utiliser une toute petite brosse de laiton avec des poils très fins, et on va enlever les oxydes à la surface du laiton, et on ne s'occupe dans les opérations de dorure que de la face qui sera dorée.
Ce qui est très intéressant, c'est que les revers, eux, ne font l'objet d'aucune attention de la part des ouvriers doreurs, pas plus d'ailleurs que des ouvriers ciseleurs. C'est un côté qui ne se voit pas, mais qui justement va conserver la mémoire d'un très grand nombre d'opérations. Lorsqu'il a été passé aux acides, le doreur va juger de la qualité de la présentation du bronze et au besoin, là où il va devoir appliquer ce que l'on appelle des brunis, c'est-à-dire des parties du métal qui doivent être brillantes, ainsi que vous le constatez ici dans la chevelure du personnage, vous avez des zones mates et des zones brillantes. Cette partie-ci qui est brillante est un bruni sur le côté. Le bruni, c'est une opération qu'on fait en deux temps. Dans un premier temps, on le fait sur l'objet avant de le dorer, à l'aide d'un brunissoir qui est en acier poli, toujours en acier poli quand on est avant la dorure, et on écrase le métal à l'aide de cet outil, et donc il prend instantanément un brillant très marqué. Lorsque cette opération est faite, on va préparer ici la dorure. Dans le cas présent, et à cette époque-là, pour les parties de dorure du type de ce personnage, de celui-ci, des pieds et même du visage, on va faire une dorure que l'on va appeler la dorure au mat. On prépare un amalgame d'or et de mercure dans des proportions qui sont bien définies. Okay. L'amalgame étant donc un mélange d'or et de mercure sera présenté sur l'objet. Mais auparavant, et ça c'est une des grandes particularités systématiques de la dorure sous l'Empire, on va poser sur le bronze un nitrate de mercure que l'on appelait le gaz des doreurs. Et Darcet, et bien d'autres d'ailleurs avant lui, mais Darcet le répète, c'était là une des opérations les plus toxiques de la dorure, puisque lorsque on pose un nitrate de mercure, le nitrate c'est de l'acide nitrique avec du mercure, donc le mercure s'est dissous dans l'acide nitrique, et la disposition de ce liquide sur la dorure va générer du dioxyde d'azote, ce qu'on appelle le NOx aujourd'hui bien connu des échappements de voitures diesel, qui est extrêmement toxique. Donc c'est une vapeur rousse un peu. Et les doreurs étaient fréquemment exposés à ces vapeurs. Mais le nitrate de mercure a une fonction bien particulière, c'est que lorsque vous le disposez sur la pièce, instantanément, elle devient grise de mercure, puisque le phénomène qu'on appelle oxydoréduction, on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui font que le mercure qui était sous forme ionique retourne sous forme métallique sur la pièce. C'est un petit peu comme quand on soude quelque chose avec de l'étain, on fait un étamage avant, et quand on présente la soudure, ça va beaucoup mieux. Eh bien, c'est exactement pareil. Ça a une conséquence. Cette conséquence, c'est que le nitrate de mercure, puisqu'on l'applique, je ne vais pas dire de façon grossière, mais on l'applique sans trop de précaution par rapport au revers, il va déborder à l'arrière relativement largement. Et sur les bronzes de cette époque-là, on aura de très grandes franges rosées parce que lorsque le nitrate de mercure se réduit, pour qu'il se réduise, eh bien, il est obligé d'oxyder une partie métallique qui est dans le laiton, et ça va être la partie la plus électronégative, c'est-à-dire le zinc. Donc le zinc, qui est le plus disponible dans le phénomène chimique, va dire « Ok, je me rends, en quelque sorte ». Le mercure redevient métallique, le zinc s'en va sous forme d'oxyde, mais comme le zinc quitte l'alliage, il reste le cuivre. Et comme le cuivre est rouge, eh bien vous voyez ces franges rouges se former par différence en fait, de densité du métal en surface. La première opération est faite, le bronze est recouvert d'une très fine pellicule de mercure, il va passer à l'eau pour être lavé, pour enlever les oxydes métalliques qui ont été générés par l'opération de mercurage, et le doreur va prendre sa boulette de mercure, enfin d'amalgame avec l'or et le mercure, et il va l'étendre sur la pièce. Avec beaucoup de délicatesse, il va bien passer, il utilise en règle générale pour ça une patte de lièvre, ou parfois du crin d'animal, et il étale. Une fois que cette première opération est faite, on appelle ça un buis en termes de métier chez les doreurs, il va présenter sa pièce à la forge, tout doucement, généralement dans une poêle.
sur laquelle il y a une grille, et il va à une chaleur relativement douce. Alors on s'entend, ce qu'on veut dire par une chaleur douce, c'est que ça n'est pas un feu qui est vif, mais la pièce va monter vers 300-400 degrés quand même. Mais progressivement, ce n'est pas un feu, ce sont des charbons éteints, un peu comme quand on fait le barbecue. Quand vous faites le barbecue à la maison, vous ne mettez pas la viande sur des charbons rouges ardents, vous attendez qu'une petite couche blanche se soit formée dessus. Le doreur fait pareil. Et le mercure va s'évaporer, et avec son gratteau, son outil à étendre, il va masser toute la surface pour étaler uniformément le plus possible la dorure, pour éviter d'empâter les fonds. Quand cette opération est faite, il observe le résultat et en règle générale, pour faire de la dorure au mat, il va poser un deuxième et assez souvent un troisième buis de dorure. C'est donc une dorure qui consomme une quantité d'or relativement importante et je vais vous expliquer pourquoi ensuite. La dorure est faite, le doreur est satisfait, il va gratte-boisser, c'est-à-dire unifier la surface avec la même petite brosse de laiton en poil très fin, au-dessus d'un baquet d'une eau qui est légèrement savonneuse. Pour ça, ils utilisaient du bois de Panama, diverses recettes je dirais, de saponification. Et ils vont unifier la dorure, en examiner l'aspect. On ne s'occupe toujours pas des revers. La petite chose que j'ai oublié de préciser, mais qui est importante, et qui est ici en tout cas parfaitement marquée, que l'on rencontre dans très peu d'ouvrages, mais il y a quand même quelques écrits, notamment au XVIIe et au XVIIIe siècle, qui retracent cette technique. Il faut savoir que comme c'est un geste de métier, ce n'est pas forcément retranscrit, c'est qu'avant d'avoir appliqué son amalgame, le doreur va épargner le revers de son bronze. Épargner veut dire qu'il va faire en sorte d'épargner, de ne pas dépenser trop d'or. Et pour ce faire, il prend ce qu'on appelle de la terre de potier. C'est une sorte de barbotine. Et il va peindre le revers de la pièce à l'aide de cette terre de potier, qui va présenter devant sa forge et qui va sécher gentiment. Et cette terre de potier fera que quand il va déposer de l'amalgame, l'amalgame ne va pas aller se mettre aux endroits métalliques puisqu'il va rencontrer de la terre. Sur la terre, il ne va pas y avoir de diffusion dans le métal. Donc l'amalgame va rester sur la table du doreur, sur la pierre à dorer, et le revers sera épargné. Et on rencontre, et c'est le cas ici, quand les bronzes n'ont jamais été démontés ou ont eu la chance de ne pas être nettoyés de façon absurde, eh bien on retrouve dans différents endroits, c'est le cas ici, là, tout le long, ici, à l'intérieur des creux, là, on retrouve la terre de potier qui est restée en place. Cette épargne, elle est très caractéristique de la dorure à l'amalgame d'or et de mercure. Et elle n'est pas spécifique à la période Empire. Elle concerne également le XVIIe et le XVIIIe siècle. Mais il est extrêmement rare de la retrouver à l'arrière des bronzes. La dorure est appliquée. Le doreur va maintenant faire son opération du mat. Le mat va consister à traiter chimiquement la surface de la dorure pour lui donner un aspect givré. Vous voyez que ces dorures absorbent assez bien la lumière. Elles n'ont pas un côté métallique clinquant. Si on veut donner un côté métallique, ici, ce n'est pas encore nettoyé. C'est pour vous montrer tout l'intérêt de l'état d'un bronze dans son jus d'origine. Les bronzes ont un côté reluisant sur la partie brunie et très absorbant de la lumière sur les côtés mat. Il va faire un mélange de principalement 3 sels, qui sont de l'alun, du salpêtre et du sel marin. Et il va mélanger ces 3 sels dans des proportions précises, dans des conditions particulières, c'est-à-dire qu'il les fait chauffer, puis il les étend sur la pièce à dorer en ayant une fois de plus pris la précaution d'épargner avec cette fois-ci ou de la terre de potier, mais plus généralement une gomme arabique. Vous voyez, il va épargner les zones qui devront être brunies pour que l'action des sels n'attaque pas les parties qui seront brunies.
Il présentera sa pièce dans un fourneau particulier qui est cylindrique avec les braises sur le côté. Il attache par un petit fil de fer, il descend les pièces dans le fourneau et il fait fondre les sels. Lorsque les sels fondent, en vérité, le résultat de l'opération chimique, c'est qu'ils vont fabriquer ce qu'on appelle de l'eau régale. L'eau régale, c'est un mélange d'acide nitrique et d'acide chlorhydrique, et c'est le seul élément chimique qui soit en mesure de dissoudre l'or, puisque l'or résiste à la totalité des acides, en quasi-totalité, sauf à l'eau régale ou eau royale. Et cette eau régale va dépiqueter intégralement la surface en creusant une multitude de microscopiques petits canaux à l'intérieur. On arrête l'action des acides en plongeant les pièces dans l'eau, et lorsqu'elles ont été plongées dans l'eau, on a un aspect intégralement givré, mais on a perdu de l'or, puisque une partie de l'or a été mise en solution, et on va le retrouver dans le fond du baquet. Okay. Donc pour le doreur, c'est une opération blanche. L'or qu'il a utilisé pour dorer, il le récupère dans le fond de son bac, ce n'est pas là le problème. Mais c'est ce qui explique pourquoi il faut faire beaucoup de couches, enfin beaucoup, 3 couches de dorure au moins, pour pouvoir mettre au mat. Une fois que le mat a été fait, on va bien regarder la pièce, bien la nettoyer. Ça passe entre les mains du brunisseur, généralement plus de la brunisseuse. C'était un métier de femme, tout comme le métier de doreur d'ailleurs. On dit les doreurs sont les maîtres qui avaient l'entreprise, mais les personnes qui travaillaient à ce métier toxique et extrêmement dangereux étaient très majoritairement des femmes. Il y a dans ce domaine-là d'ailleurs, de façon très intéressante, des gens qui ont étudié les ateliers de dorure pour les montres au XVIIIe et au XIXe siècle dans le Doubs, à Besançon, et les 2/3 des doreuses des doreurs sont des doreuses, quand on a la chance d'avoir les registres des personnels. Donc c'était, je dirais, un des caractères de la misogynie, je pense, des métiers à l'époque. Si c'était mortel, ce n'était pas trop pour les hommes. La dorure a été mise au mat, le bruni a été réalisé. Il reste une dernière opération qui va être faite sur le bronze, c'est ce qu'on appelle la mise en couleur d'or moulu. C'est-à-dire que une dorure telle qu'elle est là aujourd'hui, elle a un aspect un peu terne, un peu gris, un petit peu brun foncé éteint. C'est l'ancienne mise en couleur qu'on retrouve dans les fonds des cheveux ici, mais qui est évanouie, on va dire. Parce que la mise en couleur, ça consistait à apporter sur la pièce une teinte rouge-orangée pour donner du feu, de la puissance à la dorure. Le principe de mettre en couleur des bronzes est constitutif, c'est natif de la dorure. Il n'existe pas de dorure qui ne soit pas mise en couleur. Même un calice, une assiette dorée, du vermeil ou du bronze, c'était mis en couleur. Il était inconcevable au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle de recevoir un bronze qui n'était pas mis en couleur. L'opération de mise en couleur se faisait principalement avec des mélanges d'hématite. Donc l'hématite, c'est de l'oxyde de fer mis en poudre, et puis diverses substances. On ne va pas faire un cours sur la chimie des matériaux ici. C'était déposé sur la pièce, et parfois c'était réalisé même par trempage. C'est ce qu'on appelait au XIXe siècle, dans certains ateliers, la sauce tomate. Donc on plongeait la pièce dans une liqueur rougeâtre, très chargée en hématite, on l'exposait au feu, et puis on déchargeait avec une brosse le décor sur le dessus pour que les sommets soient en dorure claire et les fonds, par exemple ici, vous auriez vu les fonds des plumes formant les ailes avec un décor velouté rouge qui donnait un relief tout particulier à la dorure. Ces mises en couleur ont la particularité de s'éteindre avec le temps, c'est-à-dire qu'à la fois, ce n'est pas le cas ici parce que ces bronzes n'ont pas été lavés, mais on a généralement très peu l'occasion d'avoir des bronzes qui n'ont pas été nettoyés. Et quand ils n'ont pas été nettoyés, eh bien on retrouve ces côtés marrons que les gens considéraient de la crasse en fait, mais qui ne sont pour la plupart des bronzes qu'une mise en couleur oxydée et qui virent vers le marron, brun, noir. Parlons très brièvement maintenant, mais de la partie la plus importante, qui sont les revers.
Parce que autant la face avant d'un bronze peut avoir logiquement beaucoup vécu, ne serait-ce que parce que quand on est chez soi, on nettoie, on passe le chiffon, le plumeau, tout ce qu'on veut. Donc on use, on abrase un peu les surfaces. Au bout de 150 et 200 ans de nettoyage, ce n'est pas pareil que si on n'y avait pas touché. Mais le revers des bronzes, on voit rarement les personnes aller démonter l'intérieur de leurs meubles ou détacher les bronzes du mobilier pour en nettoyer l'arrière. Ça n'a pas de sens. Ça ne se fait que dans le cadre des opérations de restauration ou de reconstruction des meubles. Qu'est-ce que nous enseignent les bronzes qui sont ici? On voit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la terre de potier. On en retrouve ici, là, là. À ne pas prendre ce qu'on pourrait penser être des restes de mirror. Vous voyez, j'ai déjà entendu ce genre d'objection-là par moment. Bien, les restes de mirror n'ont aucune raison d'aller se mettre aussi profondément à l'arrière d'un meuble, ce d'autant plus que si on avait utilisé du mirror sur cette dorure, elle serait intégralement foutue. C'est-à-dire qu'elle serait brillante maintenant. Or, elle est absolument mate. Donc il n'y a pas du tout de mirror. Ça n'est pas non plus du blanc d'Espagne avec de l'alcool comme on aurait pu l'utiliser, parce que si on avait fait ça, on aurait déposé les bronzes, on n'aurait pas nettoyé sur un meuble verni avec du blanc d'Espagne et de l'alcool, parce que ça aurait abîmé les vernis, donc tout ça ne tient pas debout. C'est une trace intéressante. La deuxième trace intéressante, c'est la variété des couleurs. Vous avez des couleurs qui sont beige, brune, noire, verte, jaune, orangée. Vous avez une très grande variété de teintes et qui ne sont pas réparties uniformément. Ce point-là, c'est ce que ne savent pas imiter les gens qui font de la fausse dorure ou qui font en fait de la vraie dorure en voulant faire croire qu'elle est ancienne et que ce n'est pas le cas. Ils utilisent des patines, mais ça limite le nombre des couleurs et leur répartition. Mais ce que ça limite surtout, c'est la matité. C'est-à-dire que les revers de ces bronzes, vous pouvez le constater, sont intégralement mat. Et il y a presque un côté duveteux, plucheux sur le revers, il y a une douceur, c'est un velouté, cette patine. Et il n'y a que le temps qui permette de faire ça. Pour dire une chose simple, si vous voulez un chêne centenaire, vous pouvez lui mettre tous les engrais que vous voulez, il va vous falloir 100 ans. Sinon, ce n'est pas un chêne centenaire. Si vous voulez une patine bicentenaire, il faut 200 ans. Si vous ne les avez pas, vous n'avez pas la patine. Donc, je dirais, c'est un fait et qui a la particularité d'être assez têtu, en fait. C'est-à-dire que ça ne se discute pas. Les patines de ces époques-là, quelle que soit l'ancienneté d'un bronze, sont en fait quelque chose qui évolue très lentement, assez permanentement avec ce qu'on appelle les variations climatiques, l'hygrométrie du lieu, parce que, comme je vous l'ai dit, le doreur se fiche éperdument de l'arrière de son bronze, et ce n'est pas une zone qu'il va nettoyer, qu'il va brosser, il ne va pas y faire une attention particulière, il ne va pas plus la passiver. Donc l'ensemble des produits chimiques qui ont été utilisés vont continuer à avoir une petite action dans la durée, sur le revers des bronzes. Et ça, ça n'est encore fort heureusement pas imitable. Et l'analyse d'une patine, alors ça peut se faire à l'œil, sur la base de l'expérience, mais ça ne suffit pas. Il faut le démontrer ensuite, parce que, je veux dire, après, c'est mon œil contre l'œil d'un autre, et tout ça n'est pas très factuel. Mais lorsque vous faites des analyses scientifiques, à l'aide de microscopie à balayage, avec des analyses par diffraction de rayons X, par microscopie à transformer de Fourier. Enfin, vous pouvez utiliser plein d'outils scientifiques et vous pouvez alors mesurer l'épaisseur, la consistance des patines, la composition des patines. Et on doit retrouver dans les patines les composants des produits qui ont prévalu à l'établissement d'une dorure. Si vous retrouvez du sulfate double d'alumine et de potassium, si vous retrouvez de l'alun, si vous retrouvez donc des pics d'aluminium, des pics de potassium, des pics de chlorure, des pics d'oxyde de fer, etc., vous êtes effectivement plutôt cohérent avec les techniques de fabrication. Mais si vous retrouvez de l'ocre, si vous retrouvez des pigments
contemporains ou fabriqués après une certaine période. Parce que ce qui se fait aujourd'hui, beaucoup, par les doreurs qui font de l'imitation d'anciens ou qui font du faux, en fait, c'est qu'ils prennent des peintures en tube, puis ils barbouillent l'ensemble des pièces pour faire croire que c'est ancien. Mais tout ça ne vaut rien, en fait. À l'analyse, ça ne résiste pas, ça ne tient pas debout. Donc c'est parfaitement démontrable d'une manière technique. Par contre, ça nécessite des champs d'investigation qui sont un peu supérieurs à l'utilisation des mains et de la loupe. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire sur un bronze de cette période-là. J'espère ne pas avoir oublié grand-chose, mais voilà un peu l'élément. Si on peut rajouter une chose, c'est qu'à l'époque, les techniques de dorure, alors la dorure au mat, vous lirez certainement parfois qu'on dit que c'est Gouttière qu'en est l'inventeur. C'est totalement faux. Gouttière n'en est absolument pas l'inventeur. Cette technique au mat, elle existe bien avant lui, elle était déjà connue à la Renaissance. Cependant, ce qu'a fait Gouttière, c'est qu'il l'a mise à la mode. C'est lui qui utilise cette technique qui était une technique d'orfèvre, okay, qui était très utilisée dans le domaine du bijou. Il se dit, mais après tout, pourquoi ne pas faire du mat sur des objets dorés, en grand, pas sur des petites boucles d'oreilles ou des petites bagues ou des choses comme ça. Et il lance, et ça prend, la mode des pendules, comme vous en avez une ici par exemple, et ainsi de suite, qui ont un aspect très opposé entre le mat de la dorure et le bruni. Dans l'époque précédente, le mat se faisait avec les outils, c'était un travail de ciselure. Donc il fallait frapper le métal avec une quantité infinie de couleurs d'outils, pour lui donner une vibration particulière. Cette couleur d'outils a été remplacée par la technique de la mise au mat chimique. Et lorsque vous regardez un bronze d'époque empire, les gens disent « Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux, quelle magnifique ciselure !» Mais en fait, non. De la ciselure, il y en a très peu, il y en a même presque plus du tout, au sens de la ciselure pour mater la pièce. Le traitement se fait au rifloir, on va faire des pots, il va y avoir un quadrillé mat, il va y avoir une autre utilisation d'outils, mais si vous regardez un bronze de 1760 et un bronze de 1808, c'est plus du tout traité de la même manière. Il y a eu une évolution technologique, une évolution technique qui a permis d'aller vers quelque chose d'un modèle décoratif assez différent. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la dorure. Vous avez ici, si je veux illustrer les fameuses parties roses dont je vous parlais, vous avez ici une très grande quantité de ces taches roses extrêmement larges qui sont liées à un débordement et à la fois de nitrate de mercure, mais également d'amalgame qui a pu gicler un peu par ici. Parce qu'on y retrouve quelques taches d'or, sachant que, il ne faut pas oublier, l'amalgame, lorsqu'il était utilisé, était toujours trempé dans un petit peu d'acide pour pouvoir être bien appliqué, parce que pratiquant, en ce qui me concerne, la dorure au mercure et la dorure sur bronze, à la destination exclusive des musées nationaux, la dorure faite avec de l'amalgame sur un bronze nu, ce n'est pas du tout quelque chose d'extrêmement happant, c'est-à-dire que vous déposez de l'amalgame, ça ne prend pas partout, le bronze n'est pas forcément parfaitement unifié en termes de composition métallurgique, la prise de l'amalgame, ce n'est pas quelque chose qui se fait instantanément. Par contre, un bronze qui a été nitraté préalablement, alors, étamé, si vous voulez, étamé mais au mercure, et bien à ce moment-là, l'étendue de l'amalgame se fait avec une aisance tout à fait vraiment particulière. Donc l'utilisation du nitrate n'est pas une opération réservée à la dorure dite électrochimique, par exemple, elle est parfaitement conforme et compatible avec le bronze doré au mercure. Monsieur Voiseau, merci pour cette brillante démonstration. Je vous en prie, merci.